Merci. Je vais vous emmener dans les étoiles, ou plus sûrement dans le système solaire. Nous sommes ensemble une génération partie découvrir, explorer le système solaire, et c'est en fait la Terre que nous avons découverte. Certains d'entre vous reconnaîtront cette phrase que j'ai empruntée à un astronaute, Bill Anders, et c'était de la Lune qu'il parlait. La mission Apollo 8, vous savez, c'est la première mission habitée à quitter la Terre, qui va vers la Lune. Ils passent derrière la Lune. Sur le retour, ils prennent cette extraordinaire photo de l'horizon lunaire et la Terre qui semble se lever. On a dit que c'était le premier lever de Terre. On pense que cette photo fait partie peut-être des 10 plus belles photos du XXe siècle. Et c'est certainement une photo qui a révélé notre conscience écologique. Et c'est de ça dont je vais vous parler. On a commencé par aller vers la Lune et on a exploré d'autres planètes. Vous savez, depuis 60 ans, Sputnik, on envoie des sondes dans l'espace avec nos fusées. On en a envoyé plus de 10 000. C'est beaucoup quand même, 10 000 satellites sont partis. Une poignée, quelques-uns d'entre eux, sont partis à tellement grande vitesse, 11,2 km par seconde, qu'ils ont quitté le champ de gravité de la Terre. C'est moins de 3% de ces sondes, exactement 250 sondes, ont quitté la Terre. Ce sont des explorateurs scientifiques du système solaire qui sont allés d'abord vers la Lune, pour une centaine d'entre eux, et puis pour environ 50 vers Mars, et Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, ou bien même les petits corps, les astéroïdes, les comètes. On est allé un petit peu partout dans le système solaire. On a tout vu. Une première fois, au moins, de Mercure à Pluton. Je dirais que c'est l'exploration 1.0. Je découvre, je passe à côté d'un corps. Ah, pas mal celui-là, je prends 2-3 photos. Ah, celui-là, il a l'air intéressant. Et puis on y revient. Le 2.0, c'est quand on commence à se mettre en orbite. On commence à descendre à la surface. On roule. Et très récemment, on a même volé sur une autre planète. On en apprend dans les détails de ces planètes, de leur fonctionnement. Parfois, et rarement, on a fait une exploration 3.0, c'est-à-dire qu'on a rapporté des échantillons. Vous savez, ces cailloux qu'on va ramasser, que les astronautes ont ramassés sur la Lune, ou des sondes automatiques sur la Lune, ou bien sur des astéroïdes, sur des comètes, nous avons dans nos laboratoires des morceaux de planètes. C'est le Graal des planétologues. Lire dans une roche l'histoire d'une planète avec ces énormes instruments que nous avons dans nos laboratoires. C'est ce qu'on veut tous. Et j'espère qu'un jour, on arrivera enfin, on l'a planifié d'ici 10 ans peut-être, à des morceaux de Mars dans nos laboratoires. On est allé partout dans le système solaire. On en est fiers. On a accumulé des connaissances, découvert des planètes. On a l'impression qu'aucune ne se ressemble. Certaines ont des atmosphères, très peu d'ailleurs. Certaines ont de l'eau liquide. Enfin, certaines, il y en a une qui a de l'eau liquide à la surface. D'autres, ça sera en profondeur. Certaines ont des champs magnétiques, par exemple. Vous voyez cette diversité de surface. On a appris leur fonctionnement et de très nombreux processus qu'elles partagent. J'en prends un par exemple, les volcans. Vous connaissez bien les volcans sur Terre. Vous savez, ces volcans que vous avez appris à l'école qui sont liés soit à la tectonique des plaques, la frontière de 2 plaques, soit des points chauds au milieu d'une plaque. Eh bien, on s'est baladé dans le système solaire, on a trouvé des volcans sur Mars. Ils sont énormes, 28 000 mètres de haut, 3 fois l'Everest, pour cracher leur lave pendant 1 milliard d'années. On a trouvé des volcans sur Vénus. C'est pratiquement que recouvert de volcans. Ils sont éteints en ce moment. Des volcans en activité sur Io, un petit satellite de Jupiter. Et plus on découvrait ces volcans, plus on apprenait sur la physique d'un volcan. Et une information qu'on peut réinvestir sur Terre. Parce que finalement, la Terre a tous ces phénomènes, mais dont les paramètres sont un peu bloqués. Prenons l'exemple, évidemment, des effets de serre. On a un effet de serre sur Terre. Il est très important, il est nécessaire. Sinon, on aurait très très froid, depuis au moins 20 degrés. Mais il n'est pas question qu'il dérape. En ce moment, il est un peu en train de déraper. Alors, on est allé sur Vénus.
On a dit, bon, ça ressemble à quoi Vénus? Ah ça, c'est un effet de serre qui a dérapé, il fait 450 degrés. Ah là, tiens, on a appris quelque chose. La couche d'ozone, on en parle un peu moins en ce moment, peut-être qu'on a progressé là-dessus, soyons fiers. On est allé voir sur Mars. Ah oui, il n'y a pas de couche d'ozone, c'est vrai que le 1er mètre, il est stérile. Et voilà, plus on se baladait dans le système solaire, plus finalement, on apprenait des planètes et on apprenait surtout de la Terre. Plus on se baladait, plus on comprenait que la Terre est une planète au départ ordinaire, c'est ni la plus grosse, ni la plus petite, c'est ni la plus froide, ni la plus chaude, c'est pas la seule avec une atmosphère ou un champ magnétique, mais tout de même, cette planète est bien étonnante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses extraordinaires dans le système solaire. La nature a une imagination absolument impressionnante. Je prends l'exemple de Titan. Titan, un satellite de Saturne, un satellite qui a une atmosphère dense. D'ailleurs, on ne voit pas à travers parce qu'il y a des aérosols en suspension. Et vous voyez à la surface des océans de méthane et d'éthane. Qui aurait pu imaginer ça? Quelle imagination cette nature! Et l'imagination nous porte au rêve. Je fais un métier extraordinaire, soyons honnêtes. Voir ces paysages tous les jours, on apprécie. Et plus j'apprécie les planètes, plus j'apprécie la Terre. Plus je me dis que cette Terre est elle aussi extraordinaire, avec de l'eau liquide en surface. C'est le seul cas. On a plus d'eau sur d'autres planètes, mais ça va être sous la glace. Avec, par exemple, une lune. On a beaucoup étudié, très intéressante. Alors, on n'est pas le seul à avoir des lunes. Enfin, une lune. Jupiter, Saturne en ont plus de 50, chacune de ces lunes. Des plus grosses que la nôtre, d'ailleurs. Mais la nôtre, en proportion, c'est un système quasi double, la Terre et la Lune. Et d'ailleurs, la Lune va stabiliser la Terre et l'empêche de bouger son axe de rotation, ce qui est très important, en particulier pour la vie. C'est la seule planète que nous connaissons dans le système solaire qui abrite la vie. Une vie végétale, animale, une vie pensante qui nous permet d'étudier ce système solaire. Plus nous sommes allés dans le système solaire, plus nous avons découvert la Terre. La Terre extraordinaire, vous savez, cette vie qui s'est développée en accord avec la Terre, avec la gravité terrestre, avec l'atmosphère, avec le spectre solaire qui passe à travers les nuages. C'est Darwin qui nous a dit tout ça. Et il avait bien raison. La Terre est notre berceau et notre avenir. Nous sommes en ce moment très intéressés par une autre planète. C'est la planète Mars. On y passe beaucoup de temps avec nos petits robots. Il fait froid la nuit, moins 90. Le jour, on arrive à monter de temps en temps à 0 degré, mais c'est assez rare. Il y a peu d'atmosphère. Les robots sont les précurseurs de l'exploration des humains. Un jour, nous aurons des astronautes. C'est peut-être vous. J'espère que vous serez candidat un jour à partir sur les planètes, explorer les planètes. Ça sera une exploration scientifique. Imaginons. Prenez notre ami Thomas Pesquet, il est dans la station spatiale. Vous prenez la station spatiale et vous la posez sur Mars. Le voilà qui explore, il a très envie de le faire. Mais ça, c'est pas de la vie. Au mieux, c'est de la survie. On entend souvent, on va aller habiter Mars, on va coloniser Mars. Eh bien non, Mars n'est pas fait, ou plutôt, l'homme n'est pas fait pour Mars. Il est adapté à la Terre. Et c'est peut-être ça l'enseignement le plus important que nous avons acquis de l'exploration du système solaire, c'est notre attachement à la Terre et le fait qu'il n'y a pas de plan B. Désolé, il y a une époque, on disait, bon, allez, c'est pas grave pour la Terre, on va l'habiter sur la Lune. Ah, vous oubliez là, vraiment rien. On va l'habiter sur Mars. Ah ben non, désolé, c'est pas possible. Partout, on est allé dans tout le système solaire et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de deuxième Terre, pas de plan B. Et donc, vous en comprenez la conséquence, c'est un peu le sujet d'actualité. Si c'est notre avenir et non seulement notre passé, cette Terre, il faut la protéger. Et c'est ça qui est très important. Protéger... Attendez, je me trompe. Reprenons. On est toujours sur Terre et on va faire un petit saut dans le passé à une époque qui s'appelle à la frontière entre le Paléocène et l'Éocène. Dans les aires géologiques, on va se mettre à peu près il y a 56 millions d'années. Il n'y a pas très longtemps, mais bon, 56 millions d'années. Dans les enregistrements qu'on a pu trouver, c'est une période étonnante parce que c'est une période pendant laquelle des gaz sortent, le sol des gaz à effet de serre et la température augmente.
À cette époque, vous voyez, les continents ne sont pas complètement les mêmes, l'Inde n'est pas encore remontée complètement vers le nord. À cette époque, le réchauffement climatique est d'au moins 5 degrés. On pense qu'il est allé peut-être jusqu'à 8. Alors ça ne s'est pas passé comme nous en 100 ans, hein. Nous ça ne va pas. Hein. Là, ça s'est passé en 200 000 ans. Mais c'est quand même un modèle de ce qui peut se passer. Alors, vous voyez, il y a plus de... C'est une représentation, bien sûr, mais il n'y a plus de glace en Arctique. La calotte, voilà, un jour, on connaîtra une calotte sans glace, par exemple. Les eaux ont monté. C'est peut-être ce qui préfigure ce qui peut nous arriver, c'est pas bon. Et justement, à cette époque, vivait une civilisation, il y a 55 millions d'années. Vous ne le connaissez pas, il s'appelle les Siluriens. Vous avez entendu parler des Siluriens? En fait, c'est une série américaine qui a des grands lézards. Et deux chercheurs ont imaginé qu'il y avait, à cette époque, des Siluriens, et ceux qui sont responsables de l'élévation de température. Les Siluriens habitaient dans des villes absolument extraordinaires. Ils avaient construit des routes, des usines, des immeubles. Ils étaient très très avancés technologiques. Je ne connais pas bien leur empreinte écologique. J'espère qu'ils étaient plus raisonnables que nous. Mais le hasard fait qu'ils ont soudainement disparu. On ne sait pas bien pourquoi. Peut-être un Covid de l'époque, mais méchant. Hein. Ou bien une guerre, deux factions ennemies, une guerre qui a très mal tourné. Toujours est-il qu'ils ont soudainement disparu. Et donc ces chercheurs, avec cet exercice de pensée, vous avez bien compris quand même, disent « Que reste-t-il de nos amis siluriens ?» Quand une civilisation disparaît, qu'en reste-t-il? Eh bien, tout calcul fait, il n'en reste quasiment rien, voire rien du tout. Dans un enregistrement stratigraphique, vous trouverez une toute petite zone, qui est la zone des 55 millions d'années. Et dans cette zone, on va l'étudier, elle est très fine. Et on va regarder la chimie. Est-ce qu'on va trouver de l'azote, par exemple? Oh, peut-être un petit peu d'azote. Ah, les Siluriens, ils avaient des engrais, ils en mettaient peut-être un peu trop. Donc on a retrouvé un peu d'azote. Ou bien on a retrouvé du carbone 13. Tiens, ils avaient brûlé un peu de pétrole. C'était pas idiot. Enfin, c'est peut-être idiot, finalement. Et tous ces petits signes, alors, ce sont des signes qu'on trouve régulièrement dans les enregistrements géologiques, mais si vous les trouvez tous ensemble dans une couche, vous commencez à avoir un doute. Mais honnêtement, il faudra être un géochimiste de pointe, une génération de géochimistes, pour essayer de prouver que les Siluriens ont existé. Et pourtant, ils avaient une super civilisation. Et vous voyez où je veux en venir? C'est ce qu'on appelle la résilience écologique. Le temps que met un système à reprendre son état de départ après une perturbation. Faites brûler un champ, une forêt, eh bien en 20 ans, elle peut reprendre son état. 20 ans, 30 ans. La planète, on estime qu'on va parler en dizaines, vingtaines de millions d'années. C'est ça l'expérience des Siluriens, c'est de se dire que la planète, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, elle s'en remettra. Et je suis désolé, corriger ce que j'ai dit précédemment. J'ai dit une bêtise. Il ne faut pas protéger la planète. La planète, elle s'en moque. Vous avez compris que c'est l'humain qu'il faut protéger. La planète, elle s'en remettra. L'exercice de pensée des Siluriens est assez solide et nous l'a prouvé. 10 millions, 20 millions d'années, on peut faire tout ce qu'on veut. Si jamais on disparaît aujourd'hui, il ne restera plus rien dans 20 millions d'années, 30 millions d'années. Est-ce que c'est beaucoup? Pensez à cette Terre qui vit depuis 4,56 milliards d'années, ça fait 4560 millions d'années. Ça fait 4560 millions d'années, alors une mémoire aussi courte et n'est pas très importante. La Terre n'a pas de mémoire. Ne protégeons pas la Terre, protégeons... Et souvent on dit il faut protéger la planète. Je dis non, la planète elle s'en fout un peu. Hein. Il faut protéger l'humain qui vit sur cette planète. Alors je vais continuer pour terminer, parce que je pense que vous avez compris le message, sur mes amis siluriens. Et une chose est sûre, c'est que les Siluriens n'avaient pas de programme spatial. D'ailleurs, ni les dinosaures. Parce que si la Terre n'a pas de mémoire, et je pense qu'une conf qui commence par la Lune doit terminer par la Lune, eh bien, j'ai oublié les Siluriens, voilà, la vie reprend son chemin, mais la mémoire de la Terre très courte, la mémoire de la Lune, elle est extraordinaire. Vous déposez un véhicule sur la Lune, comme on l'a fait, 1 milliard d'années après, il sera toujours là.
Si les Siluriens avaient eu, ou même les dinosaures, si vous voulez, un programme spatial, on en trouverait encore des satellites en orbite, ça c'est difficile à trouver, mais tout du moins, on trouverait à la surface des objets qui seraient toujours là. Voilà. Ça c'est intéressant, c'est la mémoire finalement, notre mémoire est en quelque sorte sur la Lune. D'ailleurs c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à la Lune sur une thématique qui est celle des origines. Alors vous avez compris, les planétologues depuis 60 ans, on se balade dans le système solaire, on a appris des choses absolument incroyables, absolument étonnantes, mais surtout qu'il n'y a qu'une seule planète pour l'avenir de l'homme, c'est la Terre, et il faut protéger les hommes, l'humanité sur cette planète. Merci.